Bienvenue dans le studio des experts où nous allons pendant près d'une heure évoquer l'actualité de la semaine écoulée en région bruxelloise. On va évidemment parler de l'accueil des réfugiés ukrainiens, des sommets qui ont eu lieu à Bruxelles, des économies d'énergie à faire, et ça y a intérêt, du Covid qui n'en finit pas et des limitations de vitesse en ville. Pour en parler, nous aurons deux invités politiques bruxellois et deux experts. Pascal Vrébos, auteur et présentateur RTL TVI, qui n'en est pas à sa première TV, bienvenue. Et à ses côtés, Zenzen Zveni, journaliste de la capitale, qui est pour la première fois dans notre émission. Bienvenue Zenzen. Bonjour. La solidarité donc pour les réfugiés ukrainiens ne faiblit pas à Bruxelles. Il y a eu des prises de position, mais il y a aussi des sommets internationaux, des événements, des gestes solidaires, comme ici dans cette école de Jette où on a rassemblé des jouets à destination des enfants ukrainiens. Reportage Marie-Noël Dinan et Marjorie Félinger. Les bras bien chargés, une ribambelle d'enfants se rassemble sur la place du Miroir à Jette. Dis-moi un peu ce qu'il y a dans ton sac. Il y a des jeux, il y a des puzzles, il y a des peluches. Des jouets choisis avec soin dans les armoires des quelques 700 élèves de l'école fondamentale Saint-Michel. Ils vont être transportés dans les endroits où sont réfugiés les Ukrainiens qui ont fui la guerre. Les enfants ukrainiens qui sont venus, ils ont tout laissé là-bas. Ils n'ont pas de jouets et donc du coup, on va leur donner un peu de nos jouets. Les jeunes entonnent des chants pour la paix devant des passants et des parents aussi sous le charme. Je trouve ça super d'apprendre aux enfants les valeurs de partage et d'aide. Donc je trouve que c'est vraiment une super initiative de la part de l'école. Et j'espère que les autres suivront aussi parce que c'est important à notre époque d'aider et d'être solidaire. Chaque goutte a son importance, que chaque petit geste est important. Puis c'est malheureusement le côté positif, l'occasion de pouvoir montrer aux enfants le besoin de solidarité et que voilà, tout n'est pas rose tous les jours. Le jouet comme symbole de la solidarité et bien plus encore. On est amené aussi à accueillir des enfants qui proviennent d'origines, de pays différents, qui ont vécu ou qui vivent le conflit actuellement, qui ont dû tout quitter. Et ne pas rester impuissants, montrer que voilà, grâce peut-être à cette démarche, c'est une petite pierre qu'ils apportent à l'édifice de cette paix qui se construit ou qu'on essaie de construire. En tout cas, voilà, il fallait qu'eux fassent quelque chose pour se sentir impliqués dans tout ça. Les dons sont rassemblés sur la place et un camion de la commune les emporte vers le palais Ronce du Hezel. C'est de là qu'ils seront ensuite redistribués aux enfants ukrainiens réfugiés chez nous. Alors une belle solidarité, on pense à la paix, mais certains pensent à la guerre aussi. Certains ont même peur de la guerre. Mais oui, d'abord on s'étonne que la guerre ce soit horrible, on parle des règles de la guerre, que Poutine ne respecte pas la loi et les règles. Mais la guerre, c'est le carnage, c'est l'horreur, c'est l'obscénité, ce sont des cadavres, ce sont aussi des choses qui vont bouleverser les gens pendant des années. On découvre ça, comme on découvre aussi que Poutine a envahi l'Ukraine alors qu'il avait annoncé cela depuis au moins 10 ans. Donc on a sans doute un peu dormi pendant ces 10 années. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'inquiète vraiment, c'est que pour la première fois depuis tant d'années, le nucléaire, c'est-à-dire la guerre nucléaire, s'est complètement décomplexé. Le porte-parole de Poutine parle de la guerre nucléaire, ils enverront un missile si existentiellement ils sont attaqués. On répond attention parce que nous aussi on a des sous-marins, la France, 3 sous-marins en état d'alerte. Je trouve ça gravissime et en même temps intéressant parce qu'il y avait un déni du nucléaire. On avait complètement oublié que finalement l'espèce humaine a inventé de quoi s'autodétruire et donc il est grand temps de réfléchir à ça et peut-être que c'est l'occasion de penser que si on veut poursuivre la route de l'espèce humaine, on devrait enlever l'arme nucléaire une fois pour toutes. Alors Zenzen Zveni, on a vu de la solidarité. L'accueil des réfugiés ukrainiens, ça n'arrête pas. Comment se comportent les communes et la région en la matière ? C'est très compliqué parce qu'il y a énormément de solidarité partout. Il y a des centaines de citoyens qui proposent d'héberger des Ukrainiens chez eux. Et c'est aux communes en fait, de rassembler toutes les propositions, toutes les offres d'hébergement. Mais ça ne se passe pas aussi bien qu'espéré parce qu'il y a un manque d'organisation au niveau de la région, au niveau du fédéral. Il y a pas mal de bourgmestres en fait, qui se plaignent de tout ça.
ils attendent des bus qui devaient amener des Ukrainiens. Finalement, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'ils vont? Où ils sont? Tout ça est très compliqué. Et même au niveau de l'aide en tant qu'aide alimentaire, tout ce qui est vêtements, etc., ça aussi, tout est centralisé au Palais 11, mais c'est compliqué aussi de tout structurer, de bien gérer, de bien départager et trier. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques qu'ils entrent. Alors, on accueille Alexia Bertrand, chef de groupe MR au Parlement bruxellois et conseillère communale à Olieu-Saint-Pierre. Bonjour. Et à ses côtés, Marc-Jean Gezels, député bruxellois PS, ancien bourgmestre de Forêt et aujourd'hui conseiller communal à Forêt. Exactement. Donc voilà. Alors, vous allez voir ça d'un côté régional, évidemment, cette problématique de l'accueil des réfugiés, mais ça m'intéresse aussi de voir un petit peu comment ça se passe dans les communes. Je vais peut-être m'adresser d'abord à l'ancien bourgmestre, et qui aussi maintenant a la vision régionale de plein pied. Alors comment vous voyez ce partage des tâches? J'ai l'impression qu'on revoit ce qu'on a vécu avec le Covid, où le fédéral agit, certainement, mais avec une certaine lourdeur. Donc il accueille pour les mesures d'urgence. Au bout de 2 ou 3 jours, il renvoie les réfugiés vers les structures régionales ou communales, et on voit les communes qui s'investissent énormément. Je prends juste la ville de Bruxelles, qui est quand même à la manœuvre. Philippe Claus est à la manœuvre, avec Émile Louca, qui avait organisé aussi le centre Covid au Palais du Heysel, et ils ont développé une structure qui accueille entre 1500 et 2000 réfugiés tous les jours, depuis l'ouverture du centre, il y a une dizaine de jours. Et donc c'est quand même une prise en charge qui est laissée à l'échelon communal une fois de plus. Alors, je crois d'ailleurs que la conférence des bourgmestres s'est plaint à l'autorité fédérale, parce qu'il y a toute une série de tâches, on l'a vu en matière de police aussi, où de plus en plus le fédéral fait appel aux structures régionales ou aux structures communales. Et donc ça, c'est une problématique certaine, parce que les communes n'ont pas toujours les moyens, et la région doit intervenir et pallier les carences du fédéral. Et la région dans tout ça, Alexia Bertrand? J'ai peut-être une analyse un peu différente de Marc-Jean Gezels. On est dans une situation un peu particulière ici avec les réfugiés ukrainiens. Parce que d'habitude, les candidats demandeurs d'asile ou demandeurs de ce qu'on appelle la protection subsidiaire, quand il y a une guerre, arrivent et introduisent une demande de protection. Et puis ça prend des mois avant qu'il y ait une réponse de l'Office des étrangers. Et pendant ce temps, ils sont pris en charge dans l'accueil collectif. Ils sont pris en charge effectivement par les structures de fait d'asile et du fédéral. Ici, il y a une décision qui a été prise, et je trouve qu'elle est bonne, c'est de dire que d'entrée de jeu, tous les Ukrainiens qui arrivent auront la reconnaissance de la protection subsidiaire. Donc, ils ne doivent pas attendre toute cette longue et lourde procédure. On estime qu'ils viennent d'une zone en guerre et qu'ils ont tout de suite la protection. Mais ça implique quoi? Ça implique qu'ils ne vont pas passer par ces structures d'accueil collectif. Et donc, ils vont tout de suite se retrouver en fait dans les communes. Ils doivent s'inscrire finalement. Alors, où ils doivent s'inscrire, s'enregistrer, effectivement. Mais ça veut dire aussi que la région est tout de suite compétente. Pourquoi? Parce que normalement, comme Marc-Jean Gezels l'a dit, c'est le fédéral qui assure l'accueil d'urgence, le premier accueil. Mais ensuite, ce qui est l'intégration, l'apprentissage des langues, le fait de mettre les enfants dans les écoles, le logement plus structurel, ça relève des compétences de la région. Et en pratique, et là je le rejoins, ce sont les communes qui sont de nouveau au premier plan et qui sont en train d'assurer. Et qui demandent d'ailleurs une aide à la région aujourd'hui pour qu'il y ait une meilleure coordination. Mais ça veut dire qu'il manque une couche dans la lasagne qui n'intervient pas ou quoi? Alors je ne crois pas qu'il manque une couche dans la lasagne. Je crois que les communes, et vous savez c'est toujours comme ça, le bourgmestre, il ne peut pas se cacher, on vient sonner à sa porte, c'est vraiment la proximité, il a son rôle à jouer et il le fait et il le remplit. Et donc il y a d'ailleurs une solidarité des citoyens extraordinaire et je vois que les communes se sont bougées dès le premier jour en concertation avec les CPS. Ce qu'ils demandent, et vous avez fait allusion à la conférence du bourgmestre, c'est de dire qu'il faudrait qu'il y ait des choses de base qui soient coordonnées. Par exemple, l'enregistrement, c'est payant dans certaines communes. Et ça varie d'une commune à l'autre. Les bourgmestres ont dit on ne va pas faire payer les Ukrainiens. Et donc, il faudrait que la région intervienne. Donc, il n'y aura pas de coût, mais la région devrait rembourser ça aux communes. Mettre à disposition des traducteurs, des interprètes, il faudrait que la région intervienne pour ça. Le logement, on a besoin de la région pour trouver des solutions de logement. Alors maintenant, on fait appel aux agences immobilières sociales. Ça me fait plaisir. C'est dommage qu'il faille attendre cette crise pour mettre en lumière le travail extraordinaire qui est fait par les agences immobilières sociales. Mais donc, il y a toute une série de choses où la région peut faciliter la vie des communes. Alors évidemment, Alexia Bertrand représente l'opposition à la région, mais Marc-Jean Gezels, vous représentez
représentez la majorité à la région. Est-ce que donc la région doit jouer ce rôle tel qu'il est décrit ici? Avant de vouloir polémiquer, parce que je trouve que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas polémiquer, ce qu'il faut quand même, c'est remarquer la solidarité d'un grand nombre de nos concitoyens et les remercier. Parce que je crois vraiment qu'une fois de plus ici, la population qui se mobilise aide énormément à cette problématique. Et donc, les communes sont le relais. Après, les communes, naturellement, vont se retourner vers la région s'il y a des difficultés. Et il y a une bonne collaboration, par exemple, entre les bourgmestres et la région sur des situations d'urgence comme celle-ci. D'ailleurs, c'est un bourgmestre libéral qui expliquait la difficulté qu'il avait à travailler avec le fédéral en direct quand le fédéral adressait des Au fédéral, tous les partis y sont. Je pense que là-dessus, il y a très peu de polémique entre nous. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, on va très vite tomber d'accord pour essayer de trouver et mettre de l'huile. Est-ce qu'on est trop lent? Parce que vous avez fait très justement dans la des comparaison situations avec le Covid. Alors, dans des situations de crise comme ça, on est toujours trop lent, mais on est aussi extrêmement limité par les moyens. Parce que j'entendais M. Webos qui disait dans l'interview avant que ça fait 10 ans que Poutine annonce qu'il va... Oui, c'est vrai, mais on ne pouvait pas mettre cette structure en place il y a 10 ans. Alors, est-ce qu'à un moment... on pourrait faire en sorte qu'il ne fasse pas de guerre. D'accord, mais oui. Oui, mais alors, il y a 22 ans qu'il a commencé. Si vous reprenez toute l'histoire avec la Tchétchénie, avec d'autres pays où il a été d'une agressivité incroyable, et chaque fois on a dit on ne va pas aller au conflit parce que c'est trop dangereux, que ça prenne une ampleur de guerre mondiale. Et on se retrouve devant la même situation aujourd'hui, et on se limite finalement à des mesures économiques parce qu'on n'ose pas partir en guerre. Et je comprends très bien, vu les menaces nucléaires, chimiques, biologiques, etc. Mais c'est extrêmement difficile de contrôler quelqu'un d'incontrôlable. Ce serait une longue discussion. Oui. Mais vous vouliez intervenir sur la discussion? Il y a eu aussi beaucoup d'initiatives personnelles. Par exemple, nous, on a vidé des armoires avec ma fille, etc. Et puis on a été apporter ça chez des gens et un camion partait le lendemain. Je n'ai jamais vu une efficacité aussi redoutable. Et on a vraiment improvisé pendant une semaine parce que ce qu'on voyait, c'est l'horreur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'horreur. La guerre, c'est l'horreur. C'est pas une guerre propre, il n'y a pas de guerre propre, ça n'existe pas. Avec l'ambassade d'Ukraine, il y a un palais d'exposition au Ezel qui est réservé pour qu'on apporte, que tout le monde apporte les dons. On a déjà fait beaucoup de reportages là-dessus. Les gens connaissent l'adresse maintenant. Il va falloir anticiper parce qu'aujourd'hui, il y a une solidarité immense et c'est magnifique. 90% des logements sont fournis par des privés, des particuliers aujourd'hui. Mais il faut anticiper cette situation parce que les gens ne pourront pas tenir ce rythme sur le long terme. Et donc là, il y a un rôle pour la région. On n'a que 21 000 réfugiés ukrainiens aujourd'hui. On en attend 10 fois plus. Quel est le rôle de la région dans le sens où il n'y a déjà pas le logement structurel, donc ça veut dire travailler avec les AIS, ça veut dire reconvertir des bureaux qui sont vides, c'est-à-dire avoir un plan d'action organisé. Alors Zenzen Sveni. Justement, moi j'ai rencontré plusieurs bourgmestres par rapport à l'accueil des Ukrainiens et ils disent c'est bien, il y a énormément de solidarité pour l'instant, mais les aides au logement, c'est des aides temporaires, donc il va falloir trouver sur le long terme. Et le bourgmestre de Dorgen, Didier Gauzoin, avait proposé une solution au niveau de Delta, proposer un logement sur le plus long terme de 3-4 ans. Il attend toujours une réponse de la région. Moi, j'ai un peu l'impression que, de nouveau, les communes sont sur le fond en première ligne et la région peut-être un cran en retard. Alors l'exemple, je trouve que l'exemple d'Oderghem est très juste, Zenzen Sveni. Vous avez bien raison parce que c'est un village avec l'idée c'est d'avoir des logements un peu modulaires et c'est vrai que ça peut tenir 3-4 ans, mais il faut que la région intervienne et pas de réponse là-dessus. On a fait ce reportage, on a posé des questions, pas de réponse. Marc-Jean Geissels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne connais pas le dossier pour savoir. Vous avez, j'imagine, interpellé le ministre de l'Urbanisme, le ministre Marron, qui sont principalement intéressés par cette problématique. Oui. Donc, ça va venir certainement en débat en commission. Et la ministre du Logement. Et la ministre du Logement. En principe, c'est pas elle fait beaucoup en matière de logement, mais ce n'est pas sa première compétence. Le ministre Marron, il est écolo, et la ministre du Logement est socialiste. Non, mais ça n'a absolument rien à voir. Je crois qu'on travaille au niveau des compétences. Oui, mais et aussi de l'ensemble du gouvernement. Oui, bien sûr, mais ça, on est bien d'accord, mais je ne connais pas la problématique spécifique de Delta, je ne sais pas où on veut le positionner, quelles sont les dispositions, le problème c'est qu'on est aussi tenu par des marchés publics, on a eu la problématique au niveau
de modulaire qu'on a utilisé quand on a fait des rénovations d'écoles à la commune, ça prend quelquefois énormément de temps. Est-ce que c'est normal? Parce que dans une situation d'urgence. D'accord, mais alors il faut pouvoir modifier toute la réglementation en matière de... Oui, ou passer outre avec toutes les conséquences que ça a. Donc on vit malheureusement dans un cadre administratif et juridique qui est extrêmement strict et qui n'est pas adapté à des situations comme ça. Il y a des exceptions dans les marchés publics pour des cas d'urgence. Et puis si c'est un bâtiment qui appartient à l'autorité publique, il peut évidemment le mettre à disposition. Maintenant, je crois que ce que ceci montre, c'est l'ampleur des enjeux, parce que le logement est clairement un enjeu immense, mais il y aura aussi les écoles. Il y a 42% des familles ukrainiennes ou des Ukrainiens qui sont arrivés, qui sont des mineurs, qui vont devoir aller à l'école. Là, il faudra que le gouvernement régional fasse le relais avec les pouvoirs organisateurs, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qu'on trouve des solutions. C'est aussi l'intégration, c'est l'apprentissage des langues. Donc voilà, il faut qu'il y ait un plan d'action qui soit coordonné et où on voit une vision, parce que cette crise ne va pas durer quelques semaines. On est parti pour des années et donc il faut qu'on puisse absorber la quantité de réfugiés qui arrivera à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est 1/3 par région, ce qui veut dire que la plus petite région, Bruxelles, absorbe proportionnellement plus. Et c'est normal, on est la capitale. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait un attrait pour Bruxelles, mais ça veut dire que c'est extrêmement lourd pour la région bruxelloise. Ça veut dire qu'il faut demander des moyens supplémentaires aussi, puisque c'est finalement à Bruxelles qu'ils doivent s'enregistrer au ESEL, vous en parliez. Et donc évidemment, du ESEL, on va plus facilement dans une commune bruxelloise que dans une commune wallonne ou flamande. Oui, ne croyons pas non plus que quand un bâtiment est vide, parce qu'il y avait des bureaux, en 2 coups de claquement de doigts, tout est transformé, parce qu'il y a quand même des normes, il y a des problèmes de responsabilité. Il faut aménager, que ce soit décent aussi pour les gens. Il faut aménager du gaz, de l'électricité. Il faut respecter toutes les normes de sécurité. Donc c'est très lourd aussi. Il ne faut pas faire croire qu'un bâtiment qui est vide, demain on le transforme et il est occupé. C'est malheureusement pas si simple. Alors une des conséquences de cette crise, c'est évidemment un changement de stratégie en matière d'approvisionnement d'énergie en Belgique, mais en Europe de manière générale. En Belgique, il était décidé de prolonger de 10 ans 2 centrales nucléaires et de se passer, en tout cas d'essayer de se passer des fournitures russes en gaz et en pétrole. Mais la meilleure politique est sans doute déjà de consommer moins d'énergie et notamment de rénover le bâti bruxellois. Mais est-ce qu'on en fait assez à ce niveau-là? Alexia Bertrand, je vous laisse d'abord la parole et Marc-Jean Geisels donnera aussi son avis là-dessus. Merci, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel le MR bruxellois a beaucoup travaillé dès le début de la législature. Et on a déposé, nous, une stratégie très large de rénovation du bâti qu'on a rédigée après une rencontre avec énormément d'acteurs dans le domaine. Et pourquoi? Parce que pour nous, c'est l'enjeu clé en matière de transition climatique. À Bruxelles, 60% des émissions CO2 proviennent du chauffage de bâtiments. Donc si on veut avoir une action efficace, atteindre les objectifs à 2030-2050, ça c'est la première grosse masse sur laquelle il faut taper. Et comme ça prend beaucoup de temps et que ça coûte beaucoup d'argent, il faut vraiment s'y mettre. Et je regrette qu'on ne soit pas là où on devrait être aujourd'hui. Pour atteindre les objectifs, il faudrait rénover 3 à 5% du bâti chaque année. Aujourd'hui, on est à 1% et j'attends toujours que le ministre Marron vienne avec une stratégie, vienne avec des arbitrages, des choix. Il n'y a pas eu un texte législatif au Parlement bruxellois en matière de rénovation du bâti. Et à part remettre une fois de plus les acteurs autour de la table, ce qui avait déjà été fait sous la législature précédente, on n'a pas encore vu d'action concrète. On n'a pas avancé, Marc-Jean Geisels? Je pense qu'on a avancé et je reconnais à Alexia Bertrand et à son groupe d'avoir énormément travaillé sur le sujet. Elle a d'ailleurs présenté une proposition de résolution qu'on a étudiée avec beaucoup d'attention. Mais je pense qu'elle n'a pas suffisamment tenu compte de l'alliance Rénolution pour la composition de rénovation et évolution, qui a été présentée comme stratégie du gouvernement bruxellois en juin 2021, sauf erreur de ma part, et qui a été présenté publiquement en octobre 2021 et qui prévoit l'investissement de 350 millions à terme de 15 ans pour arriver environ à 5 milliards d'investissements et qui vise notamment à une meilleure isolation des bâtiments, parce que c'est essentiel, mais quand on dit une meilleure isolation des bâtiments, il y a 220 000 bâtiments sur la région bruxelloise. Ça fait 64 millions de mètres carrés qui doivent être travaillés, puisque aujourd'hui, une grande partie, comme Alexia l'a dit, de ces bâtiments consomment jusqu'à 384 kWh mètres carrés par an.
et on doit arriver pour une neutralité à 100 kWh par an. Donc on a du chemin. Et donc, mais il y avait une formule qui disait quand on doit manger un éléphant, on doit manger un petit bout tous les jours. Et je crois vraiment que c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, Alexia nous dira il faut manger plus de bouts tous les jours, mais c'est pas possible. Non, il faut commencer à les manger, je pense. Et donc, il y a tout un plan stratégique qui est mis en place avec tous les organismes concernés, l'urbanisme, l'environnement, les métiers de la construction, les associations citoyennes. On a aussi la possibilité de former des gens avec cette spécificité des métiers de la construction. C'est environ 8000 emplois qui seront des emplois locaux. Mais on voit que c'est difficile pour l'instant. Il y a une pénurie dans les métiers de la construction. En plus, ils ont un problème de pénurie de matériaux. Tout à fait. Oui, voilà. On est vraiment à un mauvais moment. Tout à fait, tout à fait. Les astres ne sont pas bien alignés. Non, mais à un moment, ça va changer et le gouvernement bruxellois va faire en sorte que ça change. Zen-Zen-Feni, là-dessus. Oui, Rénolution, effectivement, il y a eu une simplification pour demander la prime, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que le plus difficile, en fait, c'est de faire connaître cette possibilité que les citoyens ont de rénover à moindre coût pour le bien de leur santé et le bien de l'environnement. Et aussi, il y a aussi le fait que les matières premières, elles ne vont pas arriver tout de suite non plus. Donc, on va se lancer dans la rénovation de son bâti et ça va prendre peut-être 4-5 mois avant de voir les premiers effets. Oui. Pascal Vrebos. Oui, il y a les bâtiments publics, puis il y a les bâtiments privés. Mais on oublie que les matières premières ont augmenté de 15% encore. Ça fera peut-être 25% en un an. Qu'il n'y a pas, comme vous l'avez dit, assez de main-d'œuvre. Et puis, je pense aussi que les petits propriétaires, malgré les primes, et encore, il faut voir s'ils pourront les toucher, parce que peut-être qu'ils vont être dans une tranche un peu plus haute, les petits propriétaires n'ont pas assez d'argent pour rénover, parce que ça coûte très très cher. Il y a souvent de très gros travaux à faire. Tout ça, c'est urgent, mais il y a aussi un problème, je pense, de moyens. Alors ça, c'est peut-être un éléphanteau. Et là, c'est vrai que c'est petit à petit. Et donc là, peut-être que les primes devraient être plus faciles à avoir, plus simples. Elles sont déjà simplifiées. Et peut-être remonter un tout petit peu le niveau. Alexia Bertrand, on a un guichet unique qui va s'ouvrir. Ah, oui. Les prêts verts permettront notamment aux petits propriétaires d'obtenir des crédits pour rénover et isoler les immeubles. On ouvrira cette possibilité aussi aux copropriétés, parce que c'est aussi important. Les immeubles à appartements multiples n'étaient pas dans le créneau pour obtenir des prêts. Exact. Et donc, voilà, je pense... La bonne nouvelle, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie conscientisation. Et ça je le reconnais, c'est très important. Ce qu'il faut, c'est vraiment passer maintenant à l'action, et c'est urgent. Et vous avez raison de le souligner, il y a eu une fusion des primes. Je regrette toutefois la façon dont ça s'est passé, parce qu'aujourd'hui, la prime rénovation et la prime énergie ont été fusionnées, mais malheureusement, toutes les deux sont payées après les travaux, alors qu'avant, il y en avait une qui était payée avant. Ça reste deux administrations séparées qui payent les primes, donc fusionner pour avoir deux administrations qui travaillent dessus, c'est pas hyper efficace. Enfin, on peut utiliser ces primes pour installer des sanitaires ou installer un escalier. Ça, c'est pas l'efficacité énergétique. Donc, il faut quand même qu'on réfléchisse à la manière dont on fait les choses, et je trouve que la Flandre, qui a baissé ses droits d'enregistrement à 1% pour ceux qui rénovent et qui font de l'efficacité énergétique, c'est quand même vraiment intéressant, alors que nous, on est toujours à 12,5% en région bruxelloise. Et est-ce qu'on ne pense pas un peu trop aux propriétaires et pas assez aux locataires? Parce que finalement, on compte sur le propriétaire pour qu'il rénove, mais c'est le locataire qui pourrait faire des économies d'énergie. Tout à fait, c'est un très bon point, c'est important parce qu'à Bruxelles, il y a 60% de locataires et la difficulté, c'est d'inciter le propriétaire bailleur à rénover puisque ce n'est pas lui qui va bénéficier de la réduction de la facture énergétique. Alors nous, ce qu'on propose, c'est un système qui existe en France, qui s'appelle une charge locative, mais le nom est mal choisi. L'idée, c'est que le propriétaire rénove, et je prends un exemple fictif, imaginons que ça fait gagner 200 € sur la facture d'énergie, eh bien, le propriétaire se rembourserait des travaux en percevant 100 € et le locataire bénéficierait toujours d'une réduction de sa facture de 100 €. Donc c'est un peu du win-win. Voilà. C'est d'ailleurs la politique qui est menée par Nawal Benamou, je suis désolé de la citer une seconde fois, la ministre du Logement, au niveau de l'isolation et de l'amélioration de la... Allez, je ne sais plus... je sais pas, des logements sociaux, des bâtiments... De la qualité énergétique des bâtiments, donc de manière à non seulement travailler sur l'environnement, mais aussi sur l'économie importante réalisée par les locataires sociaux qui ont quelquefois des immeubles vétustes qui coûtent énormément à chauffer.
Donc c'est ça. Donc les sociétés de logements sociaux pourront bénéficier de cette possibilité, c'est ça? Tout à fait. Il y aura des budgets spécifiques pour les immeubles de logements sociaux. C'est indispensable parce que les logements sociaux sont des vrais passoires énergétiques et donc nous, notre proposition, et je suis convaincue que la rénovation du bâti, c'est à la fois c'est bon pour le climat, mais c'est bon aussi pour l'économie parce que ça crée de l'emploi si on arrive à former les bonnes personnes et à trouver de l'emploi local. Et puis c'est social parce que les premiers immeubles à rénover, ce sont effectivement très souvent les logements sociaux et ceux des personnes précarisées. Alors on va passer à présent à nos têtes d'affiche. Je vous propose à tous les deux une galerie de personnalités qui ont marqué la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par vous, Alexia Bertrand. Tout d'abord, Conor Rousseau, le président de Voreux, qui se déguise en lapin dans Masked Singer. Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État américaine décédée à 84 ans. Ashley Barty, la tenniswoman australienne qui abandonne sa carrière à 25 ans. Et Julian Assange, qui se marie en prison avec son avocate. Alors, qui choisissez-vous? Conor, Madeleine, Ashley ou Julian? Alors, qui m'inspire ou qui m'inspire peut-être moins? Alors, vous choisissez. Je vais peut-être prendre Conor Rousseau parce que c'est vraiment proche de nous et c'est dans la politique belge. Je ne suis pas sûre que ce soit ma manière à moi de faire de la politique. Je pense que la politique... Vous ne vous voyez pas en lapin? Alors, la politique, ce n'est pas du divertissement. C'est trop sérieux que pour en rire. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir de l'humour en politique. Mais je pense que c'est surfer sur des vagues qui frôlent un petit peu le populisme et qu'il y a dans la politique aussi une fonction qu'on incarne et que c'est peut-être pas ce message-là qui a été envoyé par Conor Rousseau en se déguisant en lapin. Donc si demain Georges-Louis Boucher se déguise en lapin, vous lui direz que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que ce sera peut-être différent au point de vue d'Anne Bertrand si c'est Georges-Louis? Je ne sais pas, on verra. Ah non, on je pense suivra ça de qu'on près. tient les mêmes discours. Et Paul Magnette, si Paul Magnette est en lapin, qu'est-ce que vous lui direz? Non, mais ça, je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Ouais. Alors, je vous en propose 4 autres, Marc-Jean Geisels. Myriam Almassi, qui quitte la tête de Groen. Katalin Kariko, docteur honoris causa à l'ULB, pour ses découvertes sur l'ARN messager. Alexei Navalny, l'opposant de Poutine, qui écope de 9 ans de prison supplémentaire. Ou Louis-Philippe d'Alembert, écrivain distingué par le Goncourt belge. Alors, Myriam, Katalin, Alexei ou Louis-Philippe? Alors j'aurais eu envie de choisir une femme, mais je vais choisir l'opposant à Poutine parce que... Alexei Navalny. Oui, je trouve d'abord que c'est un courage extraordinaire et donc ça doit être souligné. Et ça me permet aussi de saluer le courage extraordinaire du président d'Ukraine et de l'ensemble de la population ukrainienne qui devant des frappes horribles et totalement inqualifiables, qui sont des meurtres collectifs, on est proche du génocide, hein. On peut employer le mot, je pense, résiste. Et cet opposant, il doit vraiment vivre l'enfer au quotidien, et donc je suis vraiment très admiratif. Pascal Vrébos, Volodymyr Zelensky, c'est un comédien, un producteur de télé. Ça vous donne des envies, ça, de faire de la politique? C'est peut-être un peu tard, mais... Pas du tout. Non. Ce qui est admirable dans sa manière de communiquer, c'est que lui, en tout cas, il a gagné la guerre de l'image, parce qu'il faut quand même se dire que dans une guerre, toutes les infos sont plus ou moins fausses. C'est extrêmement compliqué de savoir qui dit la vérité. Tout le monde ment, on le sait. Mais lui, il a une stratégie digne d'une série Netflix, avec un courage invraisemblable, puisqu'on veut sa mort. Il fait des directs à l'extérieur, il interroge les grands de ce monde. Donc il a en tout cas une stratégie faramineuse et qui, à mon avis, restera dans l'histoire de la polémologie, c'est-à-dire l'histoire des guerres. Ouais. Et jeudi, ne ratez pas l'épisode belge, puisque Volodymyr Zelensky s'adressera à la Chambre. Ouais. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, vous a énervé, pourquoi? La Corse, bientôt autonome apparemment, le théâtre Le Public, qui lui risquerait d'être privé d'Uccle, les frères musulmans qui ont été épinglés une fois de plus par la sûreté, les meilleures croquettes crevettes sont aux Brasseries Georges, ou enfin la fermeture de la pompe Kuwait à la Toison d'Or. Alors, on va commencer par Marc-Jean Geisels. Qu'est-ce que vous choisissez comme info à commenter? Le même niveau, mais moi la fermeture de la pompe Kuwait, ça me plaît beaucoup, parce que c'est vrai que c'était un coup de poing dans le visage, cette pompe, et je ne pense pas qu'elle était encore d'une grande utilité aujourd'hui, donc je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il faudrait rapidement, c'est que ça se transforme
et que ça ne reste pas un chancre. Parce que j'ai connu des pompes à essence qui étaient fermées, même dans ma commune, et c'était extrêmement difficile d'en faire quelque chose rapidement. Donc là encore, j'espère que la région pourra montrer son efficacité pour très rapidement en faire quelque chose de parce qu'il va falloir convivial assainir, et de joli. Vous avez raison, il faut assainir ce site. Il faut dépolluer, c'est très problématique. Voilà. Et vous, Alexia Bertrand, une autre info? Moi, l'info qui m'a vraiment mise en colère cette semaine, c'est le théâtre Le Public qui ne peut pas déménager à Uccle comme c'était prévu. Et la question, c'est pas de savoir si c'est à Uccle ou dans une autre commune, c'est la question de la culture et en l'occurrence d'un homme, Michel Casselenbogen, qui toute sa vie a passé à construire un théâtre et qui a déposé ce projet il y a bien longtemps. Et puis parce que un des membres, en l'occurrence du conseil communal, a déposé une plainte alors qu'aucun des autres soumissionnaires ne s'est plaint, met à néant tout un projet et le travail d'une vie. Je trouve que si le Covid nous a montré une chose, c'est à quel point la culture est importante. Et pour avoir le plaisir d'aller régulièrement au public, je trouve que c'est un théâtre extraordinaire. Je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Il y a encore eu une pièce récemment, German Life, qui vraiment parlait de la guerre et qui était tellement actuelle. Donc la culture, ça va au-delà du divertissement. C'est vraiment la transmission, l'éducation, l'enseignement. Donc je trouve que c'est absolument épouvantable comme décision. Ça veut dire qu'il faut remettre le projet sur le métier? Alors, je pense que maintenant, ce sont des recours et qu'il faut voir ce qui peut être fait. Mais que cela vienne du politique, d'abîmer un projet culturel, ça me choque profondément, alors que tout ça était passé au collège d'Uccle, au conseil communal, que ça avait été validé et que je pense que ça a été fait avec professionnalisme et rigueur. Et qu'ici, il y a manifestement quelqu'un qui a voulu aller chercher la petite bête. Moi, j'ai une question, parce que j'ignorais, j'apprends ça. Alors, vous dites c'est politique, c'est-à-dire c'est quelqu'un de l'opposition ou de la majorité qui... Mais écoutez, moi je vais interpeller le ministre, parce que c'est le ministre de tutelle, en l'occurrence c'est Bernard Clairfailly qui a annulé la décision, et c'est une plainte du conseiller communal Emmanuel Deboc, qui a estimé qu'il y avait des problèmes de légalité. Je pense que ces problèmes de légalité doivent être examinés. Bien sûr, je suis juriste et la légalité, c'est important. Mais il faut regarder de quoi on parle. Et c'est tout un projet. Mais tout cela était passé au collège, au conseil communal. Et donc, ça pose sérieusement question. Revoir le statut du bourgmestre et des échevins, qu'en pensez-vous Marc-Jean Geisel? Justement, le ministre Clairfailly a mis ça sur la table cette semaine aussi, suite à ce qui s'est passé à Forêt, justement, avec votre successeur. Est-ce qu'il fallait trouver une solution pour voir qu'est-ce qu'on faisait quand un bourgmestre était en congé de maladie aussi longtemps? Moi, je suis un peu conservateur pour ça, et changer dès qu'il y a un problème une nouvelle fois les règles. Je ne suis pas très partisan, mais ici j'entends qu'il y avait quelque chose de choquant, je n'ai pas de problème avec ça. Et donc aujourd'hui... Ça vous choquait aussi ou ça vous choquait pas? Oui, tout à fait, mais c'était le statut aussi. Je veux dire, on a connu dans la législature précédente des parlementaires qui n'ont pas été là pendant 5 ans parce qu'ils étaient sous certificat médical. Et voilà, on en a parlé moins. Mais non, pour une fonction exécutive être aussi... député, ça se voit moins quand on n'est pas là. Et puis, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour une fonction aussi importante dans un exécutif qui est le premier magistrat d'une commune, et c'est vrai que quand il n'y a pas un bourgmestre qui tient les rênes, ça se passe moins bien. C'est vrai que c'est extrêmement choquant. Maintenant, on a trouvé la formule, d'après ce que j'entends, on va changer. Au bout de 3 mois, la personne qui sera sous certificat médical sera indemnisée par la mutuelle. Ok, mais je pense qu'on arrive à une égalité plus juste par rapport aux travailleurs. Et je crois que ça, c'est important. La commune a subi cela? Elle est en difficulté à cause de cela? Écoutez, je suis conseiller communal. Je suis conseiller communal de la majorité, oui. Donc je ne vais pas m'exprimer. Voilà. Vous pourriez dire que tout s'est très bien passé. Je préfère ne rien dire. Voilà. Voilà, au moins c'est clair. Mais, merci. Alors, le drame de Strépy-Bracny, c'est pas à Bruxelles, mais a mis en lumière, une fois de plus, les dangers des excès de vitesse et des chauffards. Alors, un marathon de contrôle avait justement lieu, un marathon de contrôle de vitesse avait lieu cette semaine, mercredi. Bernard Denuy et Charles Carpro y étaient. Sur l'avenue de Tervuren ce midi, certains automobilistes sont interceptés. Ils ont roulé trop vite. En fait, j'ai été flashé.
Mais ça va pas trop et je pense que c'est juste un avertissement. C'est bien parce que ça peut sauver des vies, parce qu'on vient de voir il n'y a pas longtemps la Louvière, c'est une triste nouvelle. Depuis 6 heures ce matin et pendant 24 heures, toutes les zones de police de la capitale font usage de radars mobiles ou fixes pour soumettre les usagers de la route à des contrôles plus approfondis. Ici, dans un premier temps, nous avons un radar mobile qui se situe en amont et qui flash, comme on dit, les véhicules qui seraient en infraction à la vitesse. Donc ces véhicules-là sont interceptés, nous sont indiqués sont interceptés et contrôlés au niveau de l'identité, de tout ce qui concerne les documents de bord également. Ensuite, on soumet les personnes à un éthylotest, puisque s'il s'agit également d'une de nos prérogatives. Aujourd'hui, cette équipe de la zone Montgomery aura mis en place 3 points de contrôle différents. À la mi-journée, 4% des véhicules contrôlés sont en infraction. 4000 véhicules contrôlés, nous avons 150 véhicules en infraction au niveau de la vitesse, avec notamment un record, si on peut dire un malheureux record, à 115 km/h au lieu de 50. Selon l'Institut Vias, les gros excès de vitesse sont en hausse. Cette 16e édition du marathon de contrôle a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route. Lors d'une édition précédente, on avait constaté une baisse de la vitesse de 3 à 7% en moyenne sur les routes belges le jour du marathon. Donc l'annonce de contrôle vitesse, le contrôle effectif ont un impact considérable sur les vitesses pratiquées sur nos routes. Et l'objectif, c'est que le bon comportement adopté aujourd'hui par certains conducteurs soit aussi adopté le reste de l'année. En 2021, 6 personnes ont été tuées sur les routes bruxelloises. Alors Alexia Bertrand, est-ce qu'on roule trop vite à Woluwe-Saint-Pierre? À Woluwe-Saint-Pierre. Oui. Ou en région bruxelloise? Alors je pense que ce contrôle a révélé que 4% des personnes roulaient trop vite, effectivement, et qu'il y a même quelqu'un qui a été intercepté à du 150 km/h. Donc ça, bien sûr que c'est trop vite et que c'est bien d'avoir ce type de contrôle, ce type d'action de sensibilisation. Voilà, et je crois que tout le monde est probablement plus attentif suite à ce drame absolument épouvantable qui est arrivé tout récemment. Est-ce qu'on roule trop vite? Je ne sais pas. J'espère pas. Je pense qu'on doit essayer d'être le plus attentif possible en matière de prévention, qu'il faut en tout cas sanctionner les personnes qui font des excès de ce type et être particulièrement attentif aux récidivistes. Pour le reste, je peux que constater que malgré la zone 30, il n'y a pas eu une diminution substantielle de la vitesse ou du nombre de PV à Bruxelles proportionnellement aux autres régions. C'est-à-dire qu'en Flandre et en Wallonie, on a vu une baisse plus forte alors qu'il n'y avait pas le 30 km/h. Donc je ne sais pas si c'est cette mesure-là qui, au final, impacte le plus la baisse de la vitesse. Je crois qu'il faut continuer avec des actions de sensibilisation et effectivement pour les gens et certainement ceux aussi qui revendiquent les infractions sur les réseaux sociaux et qui revendiquent une fierté à faire de la vitesse la répression. Qu'en pensez-vous, Marc-Jean Guessels? Moi, je suis favorable aux 30 km/h en ville. Je l'étais quand j'étais bourgmestre, puisque en fin de législature, on avait établi un plan général pour mettre le 30 à l'heure d'application dans tout Forêt. J'ai fait l'expérience au moment où on pouvait encore rouler à 50, en roulant normalement. La vitesse moyenne de déplacement en ville, c'est entre 18 et 22 km/h. Vous avez tous, de plus en plus dans les voitures, un petit tableau de bord où c'est calculé automatiquement. Par rapport aux distances que vous, généralement, parcourez en ville, ça fait quelques minutes de différence. Mais vous êtes beaucoup plus relax, vous consommez moins, et de toute façon, ce qui fait la difficulté de rouler en ville, c'est les ronds-points, les doubles fils, les passages pour piétons, les feux rouges, etc. Et donc, je crois qu'il faut essayer d'expliquer au mieux aux gens l'intérêt. Et pour l'instant, je trouve que d'observation, depuis qu'on a mis le 30 à l'heure à Forêt, de manière générale, la vitesse est beaucoup plus apaisée. Il y a toujours l'un ou l'autre qui force un peu. Et donc là, malheureusement, il faut passer à la répression. Mais je crois que la prévention et l'éducation est vraiment essentielle. Et puis après, il faut passer à la répression. Et là, malheureusement, il faut faire des actions comme ça parce que ça donne un message, mais ce n'est pas suffisant. On n'a que 6 lidars en région bruxelloise qui sont mis à disposition des zones de police. Et on a de toute façon... Donc les lidars, expliquez-nous un peu ce que c'est. Donc les lidars, c'est les grands containers qu'on déplace avec un camion grue et qu'on met à des endroits différents. Et donc c'est assez à la fois on les voit, donc c'est assez dissuasif. Des gros radars. Oui, c'est ça. Donc c'est pas pour piéger l'automobiliste, c'est pas pour faire rentrer de l'argent. Ça, il faut expliquer aux gens. C'est vraiment pour la sécurité de tous
et le confort aussi, au niveau pollution, bruit et au niveau pollution de l'air. On l'a vu avec les pics de pollution. Tout à fait. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'à ce moment-là, au moment où on enclenche la chaîne répressive, le parquet de police puisse suivre. Or, ici, souvent, les parquets de police disent on est débordé, on n'a pas de magistrats, on ne sait pas envoyer les amendes, les perceptions immédiates, etc. Donc, ralentissez, levez le pied. On demande aux zones de police de ne pas poursuivre trop, parce que ça, c'est la réalité aussi. Et ça, c'est vraiment... Il ne faut pas changer le code de la route, parce que j'entends on va changer le code de la route. Non, il faut simplement se donner les moyens d'appliquer les règles qui sont en vigueur aujourd'hui. Et on sait qu'elles sont moins appliquées à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre. Oui, parce qu'à Bruxelles, les parquets sont débordés. Alexia Bertrand et Pascal Vrebos. Marc-Jean Guessel, c'est de dire, voilà, on a une situation dramatique et ça suscite légitimement de l'émotion et tout de suite on va revoir l'ensemble des règles, adopter une loi. Et je n'aimerais pas qu'on fasse croire aux gens qu'on va arriver à un risque zéro. Et d'abord, il n'existe pas. Dès qu'il y a un facteur humain, il n'existe pas ni dans le transport automobile, ni dans le transport ferroviaire, ni dans le transport aérien. Et donc, changer la loi, ça n'est pas nécessairement... Il ne faut pas être en réaction ou dans l'immédiateté par rapport à des drames comme ça. En revanche, il y a toute une série de choses qui sont connues et qu'on peut faire. Travailler à Bruxelles sur ce qu'on appelle les ACA, les zones à concentration d'accidents. Il y a 30 points noirs qui sont identifiés depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on demande, nous, qu'on puisse travailler là-dessus. Ça veut dire revoir ces carrefours, revoir ces ronds-points. C'est des endroits où il y a des accidents régulièrement. Et ça ne demande pas de changer la loi. Ça demande d'aller sur place et de revoir les dispositifs qui sont installés. Pascal Vrebos. Oui, le marathon, bravo. Le marathon, c'est le bâton. Les gros radars, bravo aussi, c'est une très bonne idée. Pour la prévention, moi, je serais plutôt à une prévention à la carte. Je crois qu'il y a des rues où il faudrait faire du 10 à l'heure et d'autres où on pourrait faire, notamment le soir, du 50 alors que c'est 30. Voilà. Je pense que si le citoyen est en accord avec la prévention, ça marchera mieux. Mais ce que je dis et ce que je répète aujourd'hui, c'est que pour moi, le piéton doit rester le roi. C'est le plus faible et pour l'instant, il faut bien dire que ce n'est pas le cas. Moi qui marche quand même pas mal à Bruxelles, je suis parfois étonné de voir des cyclistes ou des trottinettes sur des trottoirs où là le code de la route n'est plus du tout respecté. Et donc je répète que quand un piéton traverse des lignes jaunes ou blanches, on doit s'arrêter. Les automobilistes doivent s'arrêter, les cyclistes, voilà. Donc le piéton doit rester roi. Ça, c'est la règle dont on ne parle peut-être pas assez. Les contrôles de vitesse, surtout quand ils sont annoncés, ils fonctionnent en général une fois que le message est passé. Mais c'est du temporaire. Donc j'ai l'impression qu'il faudrait effectivement des choses beaucoup plus sur le long terme. Et peut-être que mettre des radars partout coûte énormément d'argent et la région, les communes n'ont pas les moyens. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas revoir l'agencement de la voirie pour que justement on ne puisse plus faire du 100 km/h sur une voirie qui on ne peut pas limitée faire du 150 partout à Bruxelles, hein, quand même. Il y a quand même des axes où c'est quand même compliqué. Je pense que dans le drame de Strépy-Bracny, on parle justement des agencements et le bourgmestre a fait une constatation que j'avais fait également. On a tenté à Forêt des agencements où on fait des chicanes pour casser. En fait, la ligne droite a tendance à inviter l'automobiliste à rouler plus vite. Et donc, en faisant une chicane, on s'est dit, on va ralentir. Alors, le bon père de famille, il ralentit, ou la bonne mère de famille, elle ralentit. Mais il y en a qui s'amusent à prendre ces rues avec chicane parce que ça fait un peu rallye, quoi. Et donc là, on a l'effet inverse. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver le bon dosage de tout. Et donc, malheureusement, à un moment, il faut pouvoir passer par la répression. Et là, je dirais que le retrait de permis ne suffit pas. Moi, je crois qu'il faut aller vers la confiscation des gens qui sont des multirécidivistes, qui ont mis des gens en danger ou qui ont tué des gens. Il faut leur confisquer le véhicule. La commune des Verts et la zone nord le fait quelquefois, mais ils peuvent le saisir pour 3-4 jours. Mais je crois vraiment qu'il faut saisir le véhicule d'un délinquant automobile et vendre le véhicule en vente publique. Et ça rentrerait dans les recettes de l'État. Et c'est le seul moyen. Parce que le type qui a eu 2 ou 3 condamnations, il roule sans permis de conduire. Et il sait très bien qu'avec notre système, on ne va pas le mettre en prison. Donc il se sent impuni. Entièrement d'accord. Et puis quand je pense à ces tristes cires qui non seulement sont des timbrés de vitesse, mais en plus exhibaient leur vitesse sur Facebook et sur les réseaux sociaux, ça je trouve que c'est une très bonne idée. Et en plus, franchement, retrait du permis de conduire pour une longue durée, une très très longue durée, parce que ce sont des dingos.
Oui. Alexia Bertrand, je laisse conclure. Il y a une revendication. Mais je voulais dire que je rejoins en fait les deux experts, c'est-à-dire je rejoins Pascal Vrébos qui dit il y a des routes où ça devrait peut-être être du 10, 15, 20 à l'heure et il y a des endroits où on peut faire du 50 à l'heure. Et c'est ce qu'on avait toujours dit, nous, sur le 30 à l'heure, c'est qu'on n'est pas pour la généralisation, il faut l'adapter au quartier. Et c'est là que je rejoins Madame Sveni, je pense, et Marc-Jean Guessels, on peut en parler, qu'il y a une multitude d'aménagements possibles. Effectivement, les chicanes que vous avez citées, mais ça passe par les coussins berlinois, ça peut passer par les casse-vitesses, ça passe par les ronds-points, ça passe par des aménagements. Et c'est vrai qu'on a vu une série de bourgmestres, je pense à Vincent de Wolf, qui était parmi les précurseurs de ces séries d'aménagements pour rendre la vitesse, en fait, adapter naturellement la vitesse à la voirie. Et ça, c'est clairement une des solutions. Passons à notre dernier sujet, et dont on a déjà beaucoup parlé depuis 2 ans, et dont on parlera encore beaucoup, c'est bien sûr le ou la Covid, qui a peut-être disparu des préoccupations prioritaires des Bruxellois, mais les infections et les hospitalisations sont toujours là, ou même encore là. Des centres de vaccination vont fermer, mais les pharmacies, elles, commencent à vacciner. Regardez ce reportage de Jamison Lins et Aristide Kobedan. La salle d'attente du centre de vaccination Pacheco est quasiment vide. Le nombre de demandes de vaccination est en baisse et à partir d'avril, il ne restera plus que 3 centres de tests et de vaccination à Bruxelles, ceux de Forêt, Molenbeek et Pacheco. Un changement qui ne va pas vraiment bousculer les habitudes des 3 centres restants. On reste en effet ouvert sur les horaires d'ouverture habituels pour accueillir les quelques dizaines de personnes qui viennent encore tous les jours se faire vacciner, avec une équipe très fortement réduite bien sûr, mais on est capable de remonter en charge du jour au lendemain si besoin. Autre possibilité, se faire vacciner par les pharmaciens, c'est en tout cas le projet de la COCOM. Le pharmacien est un acteur, est un prestataire de soins première ligne de confiance. Et on a vu pendant depuis septembre 2021 un nombre très important de patients qui se sont rendus en pharmacie. Un projet pilote a donc été lancé avec 5 pharmacies situées à Anderlecht, Oderghem, Genseren, Molenbeek et Saint-Gilles, où le pharmacien pourra vous vacciner. Donc avant, en effet, on faisait déjà la vaccination au sein des pharmacies, déjà pour tester le modèle, etc. Mais comme la loi pour la vaccination par les pharmaciens n'était pas encore approuvée, c'était des médecins qui venaient pendant des jours fixes en fait et des rendez-vous fixes dans la pharmacie pour vraiment faire l'acte de vaccination. Maintenant, ça va être le pharmacien même et ils vont toujours encore prévoir des horaires spécifiques qui vont pouvoir vacciner eux-mêmes. Les pharmaciens concernés s'attendent à avoir un peu plus de travail mais sont prêts à accueillir les patients. Alors, Zenzen Sveni, moi je vous suis depuis tout un temps parce que toutes les semaines, on va donner un peu les coulisses, toutes les semaines, il y a une conférence de presse avec la COCOM. Maintenant, c'est tous les 15 jours. Donc, tous les journalistes se voient et il y en a une qui est toujours là et qui pose des bonnes questions, c'est Zenzen Sveni. Alors, vous avez vu évoluer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Le Covid, c'est fini ou il en reste encore quelque chose ? À mon avis, on est loin d'en avoir terminé avec le Covid, mais on est arrivé à une situation où on peut mieux gérer les entrées, les hospitalisations et mieux gérer les lits en soins intensifs. Donc, il faut rester vigilant, il faut quand même garder les gestes barrières, éviter de se mettre dans des situations pour propager le virus le plus rapidement possible. Mais le virus est encore là, il y a de nouveaux variants qui sont détectés un peu partout. On parle du sous-variant Omicron BA2. Donc voilà. Mais effectivement, les gestes barrières tombent petit à petit. Il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Le Codeco a décidé d'un relâchement début mars. Donc, on peut plus ou moins retrouver la vie normale. Et je pense que la population n'attendait que ça parce que ça faisait longtemps. Surtout avec le vaccin qui était annoncé comme le retour à la vie normale et qui a mis un peu plus de temps que ce qui avait été imaginé. On est quand même, Marc-Jean Guessels, dans un état de relâchement et on a l'impression de vivre un peu comme avant, non ? Et je suis tout à fait d'accord avec Madame l'experte. Je voudrais rajouter peut-être qu'on voit se pointer de manière assez agressive la grippe. Parce que je vois énormément de gens qui, autour de moi, sont frappés, mais très durement par la grippe. Et donc, c'est vrai que, par contre, les gens qui ont le Covid ou la Covid
souffrent moins, généralement quand ils sont vaccinés, ils passent à travers, ça semble moins létal et ça ne déborde plus les urgences. Mais je pense qu'on va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau virus et le contrôler le mieux possible. Et donc, on ne pourra pas s'embrasser comme on faisait avant. Oui, on verra ce soir ou demain soir. Quand on tousse, il faut porter le masque. Alexa Bertrand, vous trouvez que quand on a des symptômes, même de grippe, il vaut mieux se protéger? Je crois que ça, c'est quelque chose que le Covid nous a appris. On regardait toujours bizarrement les Asiatiques et les Japonais qui portaient le masque en rue. Ça nous paraissait tellement bizarre. Et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi. Oui, je trouve que c'est une mesure de respect d'autrui, en fait, que ce soit pour le Covid ou même pour la grippe ou même quand on est enrhumé. Voilà, peut-être qu'on aura pris des bonnes habitudes en matière de santé dans ce domaine-là et qu'elles perdureront. Ça, ce serait une bonne chose. Maintenant, je rejoins ce qui a été dit. Moi, je crois qu'on va sans doute passer à travers le printemps, l'été, même si on voit que les chiffres remontent. Mais je voudrais quand même attirer l'attention pour rappeler à quel point on devrait être vigilant en automne et en hiver. Et il faudra refaire une campagne de vaccination et je pense qu'il faudra obtenir l'adhésion des Bruxellois sur cette campagne de vaccination. Et donc, non, il n'a pas disparu. Il risque de revenir. Personne n'a de boule de cristal, mais en tous les cas, il faut préparer cette éventualité. Pascal Vrebos. C'est le printemps et donc le virus s'est mis au vert. Alors, est-ce que c'est fini, pas fini? Je crois que personne ne le sait. Tout le monde a navigué un peu à vue pendant ces 2 ans. Nous, on a appris des tas de choses. Alors, c'est vrai que maintenant, on peut quand même embrasser certaines personnes. Peut-être pas tout le monde, parce que voilà, mais certaines personnes. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a en général plus de rhume, même depuis 2 ans. Moi, j'ai 2 rhumes par an, plus rien eu. Donc ça, le masque a du bon. Maintenant, ce que les spécialistes disent, c'est que, et là, sans doute, d'autres virus vont venir, rien à voir avec là où le Covid, mais d'autres virus qui pourraient être une saleté avec l'Antarctique qui se réchauffe, etc. Et donc, on a découvert finalement qu'on était mortel depuis 2 ans. On découvre que la guerre, c'est dégueulasse. C'est des tas de découvertes à un très mauvais moment. Qu'est-ce qu'on va apprendre demain? Et donc, voilà, il faut vivre avec optimisme et en essayant d'être le plus heureux possible. Alors, il y a 3 centres qui restent, Zenzeni. On a vu certains pharmaciens qui vaccinent. La COCOM va être un petit peu démembrée aussi, normalement. Hein. On suppose que ça va évoluer, ça aussi. Je pense que le Covid a certainement mis en lumière la COCOM, que très peu de Bruxellois visualisaient ce que c'était. Et là, maintenant, on parle de COCOM, ils savent plus ou moins rattacher ça au Covid. Mais après, la COCOM est passée de la gestion de crise à une gestion de risque. Et donc, il y a toujours cette crainte d'un nouveau variant, il y a toujours cette crainte d'une resurgence, une réapparition du virus en automne-hiver. Donc, elle va rester encore en alerte. Il y aura toujours une cellule. Oui. Il va falloir, d'après ce que j'ai compris, s'il faut revacciner en masse, actuellement, la première ligne n'a pas les capacités pour le faire. Donc, a priori, il va falloir réactiver certains centres de vaccination. Pour l'instant, elle en maintient 3 jusqu'en 2023, au moins. Et puis à voir si on pourra faire un peu comme la grippe, le vaccin contre la grippe, où en fait ce sont les médecins et les hôpitaux qui pourront vacciner contre le Covid. En tout cas, un des 3 centres est à Forêt, ce qui est déjà... Tout à fait. Et le taux de vaccination, d'après les chiffres que j'ai, continue à monter légèrement. Donc on arrive à un taux de vaccination qui devrait protéger la population bruxelloise. Mais il ne faut pas baisser la garde, ça me semble vraiment essentiel. Mais je vous remercie tous les 4 d'être autant optimistes, en tout cas sur ce sujet-là. On va passer à présent à nos coups de cœur. Pascal Vrebos, vous vouliez parler d'un livre. Oui, alors c'est un livre qui s'appelle Belgique, c'est dans une collection de les éditions Caire, livre de Luc Delis. Ce sont de petites nouvelles avec des moments de sa vie sur la Belgique. C'est à la fois léger, profond, distrayant, extrêmement bien écrit. C'est à lire. Et en plus, Luc Delis, c'est lui qui a succédé à Jacques de Decker à l'Académie. Et vous, Zenzeni, vous nous emmenez au café. Oui, il y a un nouveau café-brasserie qui est ouvert au Marolles, place du Jeu de Balle. Ça s'appelle Mazette et en fait, la particularité, c'est que c'est aussi une coopérative, donc il y a déjà plus de 700 coopérateurs. Et ils fabriquent 4 bières sur place, ils fabriquent aussi leur pain. Il y a toute une
une idée de circularité, donc c'est des produits locaux, le plus local possible en tout cas. Les boissons sont servies à la pompe, il n'y a pas de bouteille, tout est en vrac et il y a aussi cet aspect, cette attention sur le compostage, etc. Donc, voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas la bière, il y a aussi du vin, du thé et du kombucha. Et alors, il est important de dire qu'à cet endroit-là du Café Mazette, il y avait avant le Skiven Architect. Donc, sur la place qui donc n'existe plus. Donc, les choses changent. Alors, Marc-Jean Geisels, qu'est-ce qui est prévu pour dimanche? Une balade au soleil timide du printemps? Alors, je ressors beaucoup mon vélo. Et donc, à mon avis, je vais faire le canal vers Halle. Parce que ce qui est très agréable, c'est qu'on est au soleil, et donc j'ai un coup de soleil le lundi matin, et ça donne vraiment un air de vacances au Parlement. Mais ce que je trouve qu'il faudrait faire, parce qu'on est toujours superbement invité, il faudrait une fois faire une émission des experts en direct de la place du jeu de balle chez Mazec. Moi, j'aimerais bien découvrir cet endroit. Et au lieu d'avoir de l'eau, on pourrait s'autoriser une bière. Non, du kombucha. Voilà. Et vous, Alexia Bertrand, pour dimanche? Je ne savais pas que j'avais ce point en commun avec mon collègue Marc-Jean Geisels, mais donc je suis devenue depuis le confinement une adepte de vélo. Et j'ai un vélo gravel, donc qui est entre le vélo de course et le VTT qui est un peu passe-partout. Et je vais en Forêt-de-Saône, parce qu'on a quand même cette chance extraordinaire à Bruxelles d'avoir ce réservoir magnifique qu'est la Forêt-de-Saône. Et je dois dire que c'est chaque fois un bonheur de... Décidément, on ne mettra jamais l'eau et le bois ensemble, le PS et le MR ensemble, en tout cas en région bruxelloise. Merci à tous, merci d'être venus nous regarder ou d'être venus en plateau. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.